Et puis, on apprenait aussi aujourd'hui qu'il y aura un débat exploratoire de 4 heures aux communes sur la protection de la langue française le 25 novembre, donc la semaine prochaine. Le français, ce sera justement notre premier sujet de discussion avec nos journalistes. Ils sont deux ce soir. Je les retrouve, Joël Denis et Conrad. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esther. Joël Denis, un mot d'abord sur la députée Lambropoulos. Bon, ça fait des jours vraiment qu'elle est sous pression. Elle a finalement démissionné en fin d'après-midi du comité permanent sur les langues officielles, contrôle de dommages. Jusqu'à quel point cette histoire a été embarrassante depuis le début pour le gouvernement de Justin Trudeau? Très dommageable pour la raison suivante, Esther, c'est que le gouvernement Trudeau tente de se projeter l'image qu'il est un gouvernement qui va défendre la langue française. Or, le message véhiculé par Mme Lambropoulos, c'est qu'il n'y a pas de problème avec l'avenir du français à Montréal. Et ça va à l'encontre des messages que véhiculé le gouvernement dans son discours du trône, un message que véhiculé la ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly. Donc, je pense que ses heures étaient comptées. Si elle n'avait pas démissionné de son propre chef, elle aurait été, je pense, éjectée de son poste par le bureau du premier ministre. Conrad, on est en pleine pandémie de coronavirus. C'est un des sujets qui a vraiment dominé la semaine à Ottawa. C'est la protection de la langue française au Québec. Ça va se poursuivre la semaine prochaine. Évidemment, le Bloc québécois en demande pas tant. Mais qu'est-ce qu'on doit penser de ça, que ce soit le sujet de la protection de la langue française qui domine l'actualité aux communes? C'est une bonne question, effectivement. Ça indique qu'il y a du millage politique dans la question de la langue française, mais aussi que c'est une question sensible, évidemment. On parle depuis plusieurs semaines ici au Québec de la question de la langue à Montréal, dans le statut de Montréal au centre-ville de Montréal, le déclin de Montréal au centre-ville de Montréal, et le fait une députée libérale de Montréal semble nier l'existence du problème, ça frappe assez fort. Oui. Joël Denis, là-dessus, est-ce que cette démission-là, ça va permettre de tourner la page sur l'incident ou qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement Trudeau le souhaite évidemment, mais je parlais à quelques stratèges libéraux et on m'interrogeait à savoir que penses-tu seront les dommages causés par la sortie de Mme Lambropoulos, mais il y a aussi la présidente du Parti libéral du Canada, section Québec, Chelsea Craig, qui en a rajouté aussi. Donc, et on se demandait quels sont les dommages. Il y a une campagne électorale qui est en préparation, il s'apparaît, Esther, et la question linguistique au Québec est de toute importance. Et le gouvernement Trudeau est conscient que s'il ne peut pas conserver les sièges en région, il n'y en a pas beaucoup, il pourrait les perdre au profit du Bloc québécois et du Parti conservateur qui ont fait de la défense de la langue française un enjeu important aux communes aujourd'hui. Et je vous signerais, Esther, que même le chef conservateur, Erin O'Toole, a indiqué qu'il fallait défendre la loi 101. Je n'ai jamais vu ça. De toute mon expérience de couverture de la colline parlementaire, un chef fédéraliste à Ottawa demander à ce qu'on protège la loi 101 au Québec. Donc, visiblement, ça occupe les esprits. Il y a un raison fort simple, c'est que le Québec va demeurer une terre importante pour la prochaine campagne électorale. Le Bloc qui s'est trouvé un allié, effectivement, pas vraiment naturel, les conservateurs là-dessus. Bon, on va parler de conservateurs, Conrad. La motion conservatrice cette semaine qui demande au gouvernement canadien de durcir le ton envers la Chine, une motion qui a été adoptée. Il y a même des libéraux qui ont voté pour. Conrad, il faut préciser que la motion n'engage pas comme tel le gouvernement, mais est-ce que le temps est venu pour le Canada de montrer plus de dents envers la Chine? Mais écoutez, ça fait 2 ans que ce dossier traîne et on sait parfaitement que la décision que les experts de la sécurité nationale sont clairs là-dessus depuis des mois et des mois que la décision effectivement a été prise en ce qui concerne la sécurité nationale. C'est pas forcément de bannir Huawei, mais d'empêcher que Huawei, les équipements de Huawei soient intégrés dans les systèmes 5G. Donc, on sait que le gouvernement Trudeau tergiverse sur ce dossier parce qu'on sait aussi qu'il y a 2 Canadiens qui sont encore prisonniers en Chine et on ne va pas créer plus de problèmes. Mais il faut se demander qu'il n'y a pas une autre raison qui explique la réticence du gouvernement à montrer ces cartes-là dans ce dossier-là. Et c'est ça, est-ce que c'est une question qui veulent en quelque sorte garder une chance que les relations canado-chinoises soient
qu'on soit capable de les relancer sur de nouvelles bases dans l'avenir. Mais il est effectivement temps que le gouvernement décide et l'annonce. Oui, parce que Joël Denis, le gouvernement Trudeau en a déjà plein les bras avec l'arrestation des deux Michael. Conrad en parlait il y a un instant, ça fait 2 ans que ça dure. Ça va faire bientôt 2 ans. Est-ce que les conservateurs, ça jette l'huile sur le feu, met le gouvernement dans l'embarras avec des motions comme ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça a suscité un débat assez intéressant aux communes. Notamment, on a pu apprendre que Huawei avait pu installer, grâce à TELUS, des tours de télécommunications au centre-ville d'Ottawa. Or, au centre-ville d'Ottawa se retrouvent quoi? Les principaux ministères, la GRC. Donc, il y a des possibilités d'espionnage. Et aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie et même en Grande-Bretagne, on a conclu que Huawei représentait une menace à la sécurité nationale. Alors, si ces pays sont venus à cette conclusion-là, je ne vois pas pourquoi le gouvernement Trudeau n'arrive pas à la même conclusion et il n'annonce pas ses couleurs. Ça fait quand même 2 ans, comme le souligne Conrad, que ça dure. Il est temps que le gouvernement prenne une décision dans ce dossier, même si ça peut avoir des conséquences diplomatiques importantes. Bon, un mot sur les élections américaines, parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis l'élection du président élu Joe Biden. Il y a eu une motion cette semaine, unanime, il faut le dire, au Parlement canadien pour féliciter Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection, et une invitation formelle de la Chambre des communes pour que le président élu Biden vienne y prononcer un discours, il va être président à ce moment-là. Conrad, est-ce que Joe Biden pourrait renouveler avec une tradition de certains de ses prédécesseurs et effectuer au Canada son tout premier voyage officiel à l'étranger? Bien, ça va être un gros signal s'il le fait, et on l'espère effectivement, ou on l'espère à Ottawa, effectivement, et que ça serait un bon coup pour le gouvernement Trudeau, et effectivement que M. Trudeau soit capable de donner la perception qu'il y a un nouveau partenariat nord-américain entre les deux pays, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, parce qu'on sait que les relations entre Stephen Harper et Barack Obama n'étaient pas forcément au beau fixe, et que depuis l'arrivée de M. Trump, c'était encore pire. Donc, oui, c'est important, et j'imagine qu'il y a ça négocie très fortement à l'ambassade du Canada à Washington maintenant pour que la première visite soit au Canada. Parce que Joël Denis, ça enverrait quand même un message assez fort que le président Biden effectue son premier voyage au Canada. Oui, tout à fait. Et ça enverrait le message surtout que le Canada peut compter sur les États-Unis de nouveau pour, comment dirais-je, influencer les organisations internationales comme l'ONU, l'OMC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il y a une nouvelle alliance qui est renouvelée, je vous dirais. Et donc, on fait des pieds et des mains pour s'assurer que M. Biden effectue tout à fait sa première visite au Canada. Mais non seulement ça, mais qu'il prononce un discours pour justement parler de cette nouvelle alliance renouvelée entre le Canada et les États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden. Je vais rester avec vous, Joël Denis, parce que j'ai un dernier sujet plus économique pour Conrad. Sur la vaccination au Canada, on en a beaucoup parlé aussi cette semaine. Les vaccins s'en viennent, ça c'est la bonne nouvelle, mais on se demande, est-ce que le Canada va être prêt pour cette distribution massive de vaccins quand ça va arriver? On s'y prépare avec beaucoup de soins et de planification. Les Forces armées canadiennes seront largement impliquées dans la distribution. C'est le plan qui est envisagé en ce moment. Pourquoi? Parce que les Forces armées canadiennes sont habituées à des logistiques difficiles. En temps de crise, c'est le principal outil qu'on utilise pour régler des crises un peu partout, même au Canada, mais aussi à l'étranger. Il faut dire aussi, Esther, qu'on veut aussi utiliser les Forces armées aux États-Unis pour assurer la distribution rapide et efficace du vaccin. Donc, c'est une institution importante qui sera mise à contribution et je pense que ça va être à l'avantage de tous de voir les Forces armées canadiennes s'occuper de la distribution du vaccin dans les principaux lieux au Canada. Appelé en renfort comme ça. Conrad, donc, je veux vous entendre sur l'énoncé économique du gouvernement parce que le Québec et l'Ontario, on le sait, ont présenté leur mise à jour au cours des dernières semaines. Du côté d'Ottawa, on n'a toujours pas de date pour un énoncé économique. Il me semble qu'on nous avait promis ça pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on attend à Ottawa pour annoncer un énoncé économique? C'est une autre bonne question, Esther, parce que je crois que la question que tout le monde veut voir, à laquelle tout le monde veut que le gouvernement réponde, c'est la question de est-ce qu'il va y avoir une ancre fiscale pour que le gouvernement, s'il ne fixe pas une échéance pour le retour à l'équilibre budgétaire, ce qui est impossible, parce que ce gouvernement ne l'a jamais fait en 5 ans au pouvoir, qu'au moins
il va y avoir un mécanisme pour limiter la croissance de la dette. Ouais, Donc, je sais qu'il y a beaucoup de réticence actuellement au gouvernement pour le faire parce qu'avec l'incertitude, on est en pleine deuxième vague avec une potentielle fermeture encore de l'économie autour de Noël. Donc, effectivement, ça, c'est la grosse question et j'imagine que ça explique un peu pourquoi on n'a pas eu... La date se fait attendre. L'équilibre budgétaire, évidemment, en pleine pandémie, pas évident. Joël Denis... la question des négociations sur les transferts en santé, parce que... ça, les provinces attendent après ça. Si c'est tout le temps qu'on a, Conrad, Joël Denis. Joël Denis, je vous remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. On aura plus de temps la semaine prochaine pour discuter. Merci à vous deux. Merci. Merci, Esther. Au revoir. Au revoir.